En travaillant sur la question de la juste rémunération avec l'équipe des Joyeux Paysans, on a réfléchi au sujet qui permettait de réunir tout le monde, et la rémunération permettait justement de trouver cet équilibre. Ce sujet permettait d'avoir quelque chose de plus universel. D'ailleurs, certains voudraient bien en faire un revenu universel. Cette question de la rémunération est large. Contrairement à un sujet technique, elle inclut directement nos valeurs, nos émotions et nos besoins. Pour qu'un seul produise, il n'y a pas 36 possibilités. Pour qu'une prime produise 10 000 litres par an, il n'y a pas 36 possibilités. Pour qu'un poulet produise à l'abattage 2 kg de viande. Mais si je vous demande quelle est la rémunération que vous voulez obtenir pour votre travail, là je crois qu'il n'y a pas 36 possibilités, mais il y en a à peu près autant du nombre que nous sommes, voire plus. La rémunération n'est pas seulement un levier économique, mais il me semble qu'elle nous révèle face à notre condition de travailleur, d'homme et d'enfant de Dieu. Il me semble qu'on ne peut servir de maître. Pour parler que des paysans, nous avons le plus grand outil de production que le monde ait jamais connu. Il connaît ni grève, il n'est pas dimensionné à un lieu, il ne cesse jamais ses chaînes de production. Nous partageons avec peu d'acteurs économiques l'affection et l'abnégation pour notre travail. On peut penser que beaucoup de personnes travaillent 70 heures par semaine, soit les médecins, les pompiers, les urgentistes, les policiers, les militaires, pourquoi pas les joailliers. Mais combien acceptent une possibilité de perte totale du fruit de leur travail? Lorsqu'un soignant perd un patient, combien d'argent le soignant perd-il? Il me semble que l'agriculture subit quantité d'aléas qui le rendent spécifiquement vulnérable dans un monde économique. J'ai vu mon coiffeur, répercuter les coûts Covid. Donc il a inscrit ses prix et il dit, vu la crise, je rajoute 2,50 €. J'ai constaté que le prix des voitures neuves avait augmenté, avec le nombre d'évolutions techniques, la ceinture de sécurité, rétroviseur, anti-brouillard, vitre électrique, fermeture centralisée, sans parler de l'évolution des options, par xénon, direction assistée pour se garer, tableau de bord, écran tactile. Mais j'ai pas vu beaucoup de paysans répercuter ces prix. Quand les agriculteurs ont-ils fait augmenter leurs prix d'eux-mêmes la dernière fois? Pour quelle raison? Et est-ce que les mesures que nous connaissons, les mesures administratives, sont répercutées dans le paiement des produits? Parce qu'il y a la coopérative, on voit qu'il y a des avantages, mais est-ce qu'il est possible, est-ce que librement il est possible d'augmenter ces coûts supplémentaires? D'un point de vue matériel, je trouve formidable et satisfaisant de pouvoir produire un fruit, et un fruit en quantité, avec patience, et dont il a fallu prendre soin, et qui me permettent de gagner ma vie. Ce qu'il y a d'autant plus formidable est que le fruit du travail, au sens large donc, permet de répondre aux besoins essentiels, primaires et premiers de l'homme. Regardons maintenant les oiseaux du ciel. Imaginons un instant que le fruit ayant conduit à la chute d'Adam et Ève eût été un steak. Je trouve amusant la scène de préparation de la chute. Il aurait fallu quelques étapes de transformation pour en arriver là. Évident, c'est impossible. En cela, ceux qui produisent des fruits d'arbres et autres produits qui ne subissent pas de transformation et qui peuvent être mangés ont quelque chose de tout à fait gratifiant. Il suffit de tendre la main pour s'en saisir. Quel don!
En cela, ce don est d'autant plus extraordinaire qu'il nous vient du bon Dieu et que nous le rendons avec joie et plaisir à nos semblables. Lorsque nous produisons de la biodiversité, tout le monde en profite. La biodiversité agronomique est un peu accessible par tous, soit. Mais les fleurs des champs qui s'élèvent à l'agriculture, ou dans les parcours enherbés, les arbres ou les vignes que les randonneurs ou voisins apprécient pour leurs fruits ou leur ombrage, les haies le long des routes, les montagnes entretenues par les bergers qui limitent les avalanches et la forêt vierge, le partage d'un repas en apportant nos fruits de la terre, un cadeau de Bouygues Télécom, vous avez acheté vos forfaits, vous êtes fait cadeau d'un forfait, là c'est pour moi, ça me fait plaisir. Ces éléments contribuent-ils à la rémunération de notre travail? Pourquoi prenons-nous ce temps pour travailler à ce qui ne rapporte rien? Sommes-nous particulièrement chanceux de pourvoir aux besoins de nos frères par le don de nous-mêmes? Et finalement, qu'est-ce qui nous rend heureux dans tout ça? Je crois qu'une évidente science de la gratuité est entrée dans le monde rural. On l'appelle l'entraide, souvent. Nous savons la capacité de service et de mise à disposition des agriculteurs. Nombreux sont ceux qui n'hésitent pas à prêter main forte lorsqu'ils sont sollicités. Je pense qu'il y a une grande corrélation entre le travail, la rémunération et le bonheur. Et que nous ne faisons pas notre travail seulement pour notre rémunération, mais qu'il y a également aussi un peu de notre recherche de bonheur. Pour conclure, je vous laisse avec Blaise Pascal, qui nous dit « Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet, le bonheur. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. » Donc maintenant, on va reprendre notre réflexion, non pas sur la pendaison, mais bien sur le bonheur. Je vous prie d'accueillir François de Caël. Donc François est un agriculteur à la retraite, un membre des Journées paysannes depuis au moins 40 ans. Je crois qu'il a précédé Jean-Louis Lorbeau, quelque chose un membre des Journées paysannes depuis très longtemps. Faire de famille nombreuse, mais surtout pour le sujet qui nous intéresse. Il a développé l'activité de vente directe au travers de la production bovine. Donc il produisait, transformait et vendait ses vaches. Il vous en expliquera un petit mot dans son intervention. Et nous allons lui demander de nous aider à approfondir cette question du travail, nos questionnements, et de nous faire part à lui de ses conclusions. Je pense que son indépendance dans cette activité nous permettra aujourd'hui de profiter pleinement de son expérience, voire de sa sagesse. Alors je vous propose, on a commencé par le chant et la prière surtout. Et je vous demande on va se confier à Marie si vous voulez bien, pour que nos cœurs soient ouverts, que le mien puisse vous apporter quelque chose et que les vôtres puissent recevoir. Et on va demander à nos anges gardiens d'être présents et de pouvoir nous aider. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, merci. Alors lequel? 2 micros, un fil. Alors 2 micros, un fil, un enregistreur, une caméra.
Et il y avait un ordinateur, et moi, je n'ai que du papier. Voilà. Donc, merci à chacun et chacune. Enfin, bonjour à chacun et chacune. Je vous prie de m'excuser d'entrée parce que je n'ai pas une mémoire des visages. Et donc, il y en a que j'ai rencontrés déjà, mais j'ai du mal. Enfin, mon épouse, très précieuse, me permet de temps en temps de me dire « mais si, tu l'as vu à tel endroit et c'est un tel ». Bon, donc voilà. Bon, le sujet, donc, la juste rémunération, enfin, je me présente d'abord un peu plus grande. Donc, nous avons 6 enfants, tous mariés, un certain nombre de petits-enfants qui arrivent à son apogée. Et donc, moi, j'ai fait l'école d'agriculture de Purpan, Toulouse. Nous nous sommes mariés l'année de la fin de mes études, de nos études. Nous sommes partis en coopération au Maroc, avec la coopération catholique. À l'époque, il n'y avait pas Fidesco. Et ça a été... bon, voilà, je vous en parlerai. On a eu plusieurs étapes, enfin plusieurs tournants. Et en tous les cas, cette coopération au Maroc a été un approfondissement de notre foi, si est clair. Ensuite, comment dire, nécessité faisant loi, puisqu'on a eu des jumelles qui sont nées au Maroc. On attendait un 3e en rentrant, et donc le seul travail que j'ai trouvé, était d'être salarié agricole dans une exploitation donc en Ariège, voilà, bon, avec une idée d'élevage de chevaux lourds et éventuellement de chevaux de selle. Et puis très vite, ça a bifurqué vers le bovin. Enfin, je viendrai un peu plus long. Mais donc j'ai été 2 ans salarié agricole. Et puis, le propriétaire, celui qui m'avait salarié, voulait s'agrandir et avec les problèmes des structures, il n'a pas pu. Et donc, il m'a proposé de prendre à mon nom. Donc, je me suis installé, il a financé et on a développé. Et je vous raconterai après comment j'en ai fait quelque chose qui a fait boule de neige. Et donc, j'ai été agriculteur de 1978 à la retraite, qui était en fin décembre 2014, mais je suis resté 3 ans de plus parce que, je vous expliquerai, j'ai monté une entreprise de découpe de viande et que nos enfants reprenaient éventuellement les structures agricoles, mais pas l'entreprise. Donc j'y suis resté jusqu'à ce que je trouve une option qui était de la vendre aux salariés. Et donc l'épisode pour moi s'est terminé le 20 juillet 2018. Épisode de responsabilité, même si, je vous expliquerai un tout petit peu pour vous amuser, quand même, la justice m'a retrouvé un petit peu plus tard, parce qu'il y a des choses qui sont longues avec la justice. Voilà. Donc je vais vous développer un petit peu la manière dont j'ai reçu votre titre, le titre de ces journées, et après je vous parlerai un peu plus longuement de mon témoignage, et puis il y aura un temps de questions et réponses qui me semble aussi nécessaire. Donc, contrairement à ce que dit Jean, nous sommes de fait par le cœur, nous sommes peut-être aux Journées paysannes depuis longtemps, mais dans le concret, nous sommes venus aux Journées paysannes après le jubilé de l'an 2000. Nous sommes allés au jubilé à Rome et on en avait entendu parler par une journaliste de famille chrétienne à l'époque qui s'appelait Sabine Chevalier et qui était venue faire un petit topo sur notre démarche. Je ne me rappelle plus le titre, mais c'était très pertinent. Et donc, elle nous parlait déjà depuis un moment des Journées paysannes. On était venus à une journée en 91 en Poitiers, mais on a vraiment adhéré qu'en 2000. Alors, pour l'extérieur, donc on est membre avec mon épouse d'une AFC. Donc, par les AFC, je suis présent aux UDAF, Union départementale des associations familiales, donc je défends les familles. Par l'UDAF, je suis administrateur à la MSA. Nous sommes dans la communauté de l'Emmanuel et je suis parrain depuis la Pentecôte d'un monsieur de 75 ans qui s'est converti et pour lequel les Journées paysannes ont participé, en tous les cas, à cette démarche. Voilà. Et donc, moi, d'entrée, et comme vous l'avez fait, je souhaite placer cet entretien sous l'éclairage de la parole de Dieu. Et j'ai retenu un petit peu, enfin peut-être comme Jean même,
En Matthieu, ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir. Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, demain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Alors, bien sûr, j'ai cherché un peu autour, mais ne vous inquiétez pas, je serai concret, mais il me semble que c'était important de placer, parce que notre témoignage, ça va être dans ce sens-là, à la lecture, avec le recul, c'est ça notre avantage par rapport à vous, c'est que nous avons du recul par rapport à ce que nous avons fait. Et nous avons pu lire vraiment avec émerveillement la manière dont Dieu nous avait conduits. Et c'est pour ça que je voulais placer ce texte en disant, c'est notre confiance en Dieu, pas toujours de manière lucide au moment des transitions, mais en tous les cas, qui a vraiment été le fil conducteur. Ensuite, dans le Deutéronome, vous avez, ce sont que des textes qui éclairent justement l'image de l'agriculture et de la confiance en Dieu. Vous avez là, dans le Deutéronome 11, 13 et 28, 1 à 3, les bénédictions de Dieu pour l'observance des commandements. Pluie de printemps et pluie d'automne, bénédiction du fruit de tes entrailles, le produit de ton sol, le fruit de ton bétail, la portée de tes vaches, le croît de tes brebis, etc. Donc c'est vraiment Dieu est présent, de manière générale, et à titre personnel, s'il y a une parole que je retiens et qui m'interpelle tout le temps, c'est quand Jésus, c'était dans les textes récents de la messe, c'est quand Jésus dit à ses apôtres, pour vous qui suis-je? Enfin pour les autres, qu'entendez-vous dire que je suis? Et après, pour vous qui suis-je? Et donc c'est vraiment moi la parole, la question récurrente dans ma vie, voilà, de pouvoir m'interroger toujours et me mettre en face de cette question. Ensuite, j'ai trouvé aussi, que je trouve qui confirme tout ça, c'est le père Teilhard de Chardin, disait « Nous ne sommes pas, et je trouve c'est important sur la coloration, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. » Et j'ose dire qu'à vos âges, à vous les jeunes, c'est justement le choix et l'orientation que vous pouvez prendre. Léon Bloy, dans son livre « Les grandes amitiés », écrivait « Quelles que soient les circonstances, mettez toujours l'invisible avant le visible, le surnaturel avant le naturel. Cette règle appliquée à tous vos actes, nous savons que vous serez investis de force et baignés de joie profonde. » Voilà. Pour vous, qui suis-je? Et en même temps, si je mets vraiment Dieu en premier, les choses pourront s'arranger. Je fais référence aussi à la manière qu'il faut lire pour montrer justement la manière dont Dieu a conduit son peuple, la manière dont Jacob, vous savez l'histoire de Jacob qui c'est avec Ésaü, le paladin de lentilles, et comment il a, avec sa maman, ils ont trompé un peu le père pour avoir la bénédiction à la place de l'aîné. Vous savez qu'après, il s'est échappé, que sa mère lui a dit « Va chercher une fille, va chercher une femme chez mon frère ou mon beau-frère, enfin dans la famille en tous les cas. » Comment Jacob tombe amoureux d'une fille qu'il rencontre chez son parrain, chez son cousin plutôt, et comment le cousin habile, puisque ce n'était pas l'aîné, le jour du mariage, ne met pas la fille que voulait Jacob, mais met l'aîné. Donc Jacob se plaint et dit « Oui, mais tu n'as qu'à rester 7 ans de plus travailler pour moi et je te donnerai la seconde. » Donc il avait déjà travaillé 7 ans pour avoir l'aîné, pour avoir la fille qu'il souhaitait. Le cousin le trompe, lui met une autre fille. L'aîné, il retravaille 7 ans pour avoir la fille qu'il aimait. Donc il l'a, et puis le cousin lui dit « Mais tu vas encore travailler 7 ans parce que bon, je t'ai fait des cadeaux, enfin, etc. » Et après, Jacob lui dit « Oui, mais moi j'ai rien, enfin j'ai tout donné pour tes filles, on est de la famille, etc. » « Oui, oui, mais t'inquiète pas, tu auras, et ils décident entre eux, c'est Jacob qui propose, je crois, tu auras toutes les bêtes qui sont achetées, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas beau, ça te reviendra. » Et Dieu bénit Jacob, parce que la plupart des bêtes fécondes, etc., étaient achetées. Et que Jacob, malin, devant les râteliers où mangeaient les béliers
les brebis, il met des bâtons qu'il a taillés et qui fait qu'avec le soleil, ça influe, bon alors c'est imagé bien sûr, mais donc il y a beaucoup d'agneaux et de chameaux et de voilà, toutes les bêtes de l'époque et de veaux qui naissent tachetés. Et donc Jacob acquiert un grand troupeau et il finit parce que ces femmes lui disent bah, tu sais, notre père ne va pas être content de voir que finalement on a plus de bétail que lui. Et donc il s'échappe de nuit. Enfin, il y a toute. Voilà. C'est une histoire très intéressante, vous pouvez le relire. Donc dans la Genèse, chapitres 30 et 31. Ensuite, donc pour référence, mais on y reviendra, je me suis inspiré bien sûr des documents qu'ont écrits les journées paysannes. Donc il y en a deux. Donc la supplique qui a été faite au moment du jubilé, supplique à l'Église, question paysanne et doctrine sociale à la veille du grand jubilé, et qui montre justement tout le travail et toute la manière dont la société voit l'agriculture, et combien l'agriculture est depuis longtemps un parrain pauvre, pour rejoindre votre thème. Mais je vais en parler aussi. Donc votre thème, moi, il m'a particulièrement surpris. Alors, parce que je me suis dit, mais comment on peut choisir un métier indépendant et parler de rémunération ? Pour moi, c'est un peu contradictoire. Mais au-delà de la surprise, donc je suis allé chercher et j'ai trouvé que, par exemple, en 2018, la population active en France était de à peu près 30 millions, dont 3,7 millions simplement de non-salariés. Dans les non-salariés, il y a tous les indépendants, enfin tous les métiers indépendants, il y en a énormément, et il n'y a que 400 000 exploitations agricoles. Donc parler de juste rémunération, ça me paraît compliqué, mais en même temps, je trouve que c'est un bon exercice que j'ai essayé de faire. Alors au début, avec humour, je me suis dit deux choses. Différence de génération. Quand nous, on est arrivé il n'y avait aucune notion de salaire par rapport au travail. C'était un plaisir et une joie d'avoir un travail. D'accord ? Le contexte a changé. D'accord. Quand on est sorti d'école d'agriculture, et quand j'ai vu tous j'ai une fille qui a fait l'école d'agriculture, un gendre aussi, quand vous sortez d'une grande école, on vous dit combien vous valez. C'est pas ce que vous pensez, on vous dit pourquoi. Parce que la note de l'école va être fonction de ceux qui vont sortir. Et donc s'il y a maximum de gens qui partent avec 10 000 € au départ, eh ben la cote de l'école va monter. Et puis donc on est sur des domaines qui, à mon avis, sont un peu faussés. Mais c'est intéressant de savoir que justement, on est passé d'une notion de travail, faisant partie d'eux, à une notion de rémunération et de valeur. Et on pense que je vaux. Alors que je vaux suivant ce que je fais, et moi je dis, suivant la grâce que Dieu me fait de pouvoir faire quelque chose. Bon. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, je ne vais pas rester là-dessus, mais on est déboussolé, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'en plus, les mots sont tronqués ou sont volés. Aujourd'hui, le mariage, on ne sait plus ce que ça veut dire, alors qu'il y a une connotation très claire pendant plus de 2000 ans, mais même avant, ça existait, voilà. Le père, aujourd'hui, on a même entendu des gens très importants dire que ça pouvait être la grand-mère, donc c'est formidable. L'éthique, on ne sait plus trop quel est le sens profond. Et quant au bien commun, je vous cite juste quelque chose que j'ai vu vraiment dans les journaux. Il y a eu, en début d'année, à Toulouse, un forum des gens qui ont été primés par je ne sais plus si c'est les prix Nobel ou quoi, des mathématiciens. Et leur thème était le bien commun. Je trouvais ça extraordinaire. Ils ont reçu une lettre de notre autorité suprême leur expliquant que ce n'était pas un bien commun, mais des biens communs. Alors on se demande comment on peut faire pour avoir des biens communs. D'accord ? Voilà. Donc c'est pour montrer simplement qu'on est en train de nous voler le vocabulaire. Et qu'avec ça, il y a plein de choses derrière qui font qu'on peut ne plus s'entendre. Et pour moi, c'est ça le drame. Donc bravo, en tous les cas, pour votre initiative des journées paysannes jeunes, pour pouvoir parler ensemble et pour pouvoir justement dialoguer. Alors après, sur votre thème, donc toujours dans ma surprise, j'ai commencé à noter, je me suis dit, mais
ils rêvent, les jeunes, mais ils rêvent, je vais rêver avec eux. Et je vais leur inventer une formule pour trouver ce qu'est quoi la juste rémunération. Mais il va y avoir tellement de critères qu'ils ne vont pas pouvoir y arriver, moi non plus d'ailleurs. Et donc j'ai commencé à chercher toutes les choses qui venaient impacter comment dire, ce qu'on peut penser être légitime comme rémunération. Et j'ai commencé par les lettres de l'alphabet, j'en suis à O à peu près, en mettant plusieurs critères à chacun. Et quant à la formule, je me suis dit, je vais leur mettre des tangentes, des sinus, des coefficients, des racines carrées et tout. Et je vais, voilà. Enfin, donc ils vont s'y perdre, parce qu'il me semble que à brûle pour point, c'est insoluble. D'accord? Bon, j'ai pas fini, mais en même temps, ça m'a aidé, et éventuellement on verra s'il y a des questions, mais ça m'a aidé pour montrer que, en fait, pour avoir une réponse unique, il n'y a pas de solution unique. Il y a une solution par personne, comme il a été dit tout à l'heure. Alors je suis allé chercher, de fait, qu'est-ce qui peut être dit sous votre titre. Donc au niveau national, j'ai trouvé la loi Egalim 1, puis 2 cette année, et qui, en fait, donc, sous-entend de fait qu'il y a une espèce de... Parce que pour avoir rémunération, il faut qu'il y ait deux parties. Et donc l'État, je pense que ça faisait partie de votre question, hein, l'État peut être interpellé par une juste rémunération de ceux qui sont là, comme il peut s'occuper des autres. Bon. Et la loi Egalim, donc belles intentions, mais quand on lit le résumé, bien sûr, hein, pas tous les détails, mais le résumé, on dit en fait c'est pour que la grande distribution oblige les coopératives à fixer un prix à peu près stable. Et puis cette année, enfin c'est au Sénat en ce moment, je crois, mais c'était voté par l'Assemblée en mai, c'est simplement d'obliger. Mais, enfin bon, moi je me suis dit, je pense pas que ça soit l'appel de tous de faire partie. Par contre, nos représentations agricoles sont ceux qui participent à ces réunions et qui permettent d'influer, mais sans critiquer, mais en même temps on a bien vu que des institutions issues de l'agriculture, institutions géniales, et c'est là où vous serez interpellés vous, c'est des institutions géniales, en fait ont participé, enfin avec le temps, donc la JAC a participé et est devenu collaborateur du gouvernement pour des questions agricoles. Mais ce qu'on a pu constater, c'est quand même que l'essence qui était leur commune mesure de départ, c'est-à-dire la foi, n'était plus la matière qui restait dans le temps. Et qu'aujourd'hui, bon, voilà, il y a des combats à mener, donc bienvenue à ceux qui veulent s'engager dans les syndicats, et c'est un beau combat, mais ce n'est pas ça qui va vous faire vivre en premier, enfin, par rapport à votre rémunération. Je pense que ce n'est pas ça. Par contre, que vous vous engagez, c'est capital. Alors j'ai une référence dans le compendium, parce que je ne suis pas un spécialiste, mais je suis allé chercher quand même, et c'est ce qui me fait vivre, comme la Bible me font vivre. Voilà, compendium 579, pardon. L'espérance chrétienne imprime un grand élan à l'engagement dans le domaine social, on peut penser politique, etc., inspirant confiance dans la possibilité de construire un monde meilleur. Par contre, avec la conscience qu'il ne peut exister un paradis sur terre. C'est-à-dire que l'Église dit « engagez-vous, engagez-vous », ça c'est clair. Et engageons-nous, engageons-nous. Mais chacun suivant, je vais dire, son charisme, suivant sa capacité. Ensuite, je reprends l'autre volet dans le compendium, numéro 328. Les pères de l'Église insistent sur la nécessité de la conversion et de la transformation des consciences des croyants, plus que sur les exigences de changement des structures sociales et politiques de leur époque. Conversion, nécessité de la conversion et la transformation des consciences, plus que sur les exigences de changement des structures sociales et politiques de leur époque, en pressant ceux qui s'adonnent à une activité économique
et possèdent des biens de se considérer comme des administrateurs de ce que Dieu leur a confié. Ça, c'est le fondement de l'Église. Enfin, et bon, il n'y a qu'un seul commandement. Hein. Aimer Dieu, aimer son prochain. C'est que ça, c'est notre ligne. Donc voilà, compendium, c'est engagez-vous, engagez-vous. Si c'est votre appel, vraiment engagez-vous, mais ne perdez pas votre désir de conversion et la transformation de votre conscience. Alors, en continuant mes recherches, j'ai trouvé de fait que le principe de la PAC était un contrat entre l'agriculteur et la société, ce qui nous rapproche de notre sujet. Par contre, c'est important de réaliser que historiquement les aides s'appelaient des aides compensatrices, puisque la politique agricole avait décidé que la France qui soutenait son agriculture devait s'aligner avec l'Europe, bien sûr, sur le plan mondial, sur les prix mondiaux, et que donc, pour pallier à cette difficulté qui était donnée aux agriculteurs, eh bien, on allait mettre en face des aides. Aides compensatrices, on a oublié le mot compensatrice, et on a retenu aide, et on s'est dit, s'il y a des aides, il faut qu'il y ait en face des efforts. Et donc, l'agriculture, tous les ans, a des modifications des dossiers PAC que doit remplir l'agriculteur s'il veut vivre. Et en plus, c'est absolument génial, parce que le dossier PAC, c'est une usine à gaz. Essayez de montrer un dossier à quelqu'un qui ne connaît pas l'agriculture, et je peux vous dire, vous l'écœurez à tout jamais. Et surtout, comme c'est moderne, c'est un outil informatique, et on a très vite compris que, vous savez, pour passer de la page 1 à la page 2, il faut avoir coché les bonnes cases de la page 1. Sinon, vous êtes retoqué. Si vous passez de la page 2 à la page 3, il faut avoir coché les bonnes cases. Sinon, vous êtes retoqué. Donc, là où avant, on remplissait un dossier et on pouvait avoir un interlocuteur, aujourd'hui, on a une machine qui dit valide, pas valide, point final. Et puis après, pour revalider quelque chose qui n'est pas valide au départ, c'est quand même compliqué. Donc, il y a un peu un leurre. Alors, j'en reparlerai aussi, mais justement, les journées paysannes sont témoins que des agriculteurs, lucides dans ces réalités-là, tout le monde ne peut pas le faire, mais font le choix d'essayer de développer une autonomie dans leur exploitation par rapport à ces aides, c'est-à-dire de ne plus être sous la fourche, même si pour beaucoup c'est nécessaire et c'est bienvenu. En annexe, j'ai aussi trouvé le serment de l'agriculteur, que je vous conseille de lire, je l'ai, mais le serment de l'agriculteur qui a été fait à un moment de crise par un syndicat particulier, mais qui reprend un peu le serment d'Hippocrate, et je trouve qu'il est très, très bien, parce qu'il engage l'agriculteur à mener dignement, bien sûr, son exploitation, et il s'engage à être puni éventuellement, mais de ne pas respecter les règles qu'il s'est imposées. Et ensuite, pour avancer dans votre titre, toujours, je suis allé chercher chacune des parties de votre titre. Alors, vous avez demandé la juste. Alors, juste, qui convient bien, conforme à la justice. Quel est le contraire de juste? Unilatéral. Et j'ai trouvé très bien. C'est-à-dire que pour qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait deux parties, comme dans un contrat. Et j'ai trouvé dans Wikipédia, l'inverse de juste, c'est unilatéral. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui décide pour les autres. Et donc, on crée un contexte dans lequel il n'y a pas de prise en compte. D'accord ? En agriculture, c'est un des métiers où Jean l'a développé, on ne maîtrise pas son prix de vente, sauf si on est sur les marchés de coopératives, etc. Sauf à gérer sa production jusqu'au consommateur final. Ça sera plutôt le thème de notre témoignage. Alors, rémunération. Argent, avantage perçu pour prix d'un travail ou d'un service. Alors, auprès de qui? Éclairage de la doctrine sociale. La rémunération du travail doit assurer à l'homme des ressources qui lui permettent à lui et à sa famille une vie digne sur le plan matériel, social, culturel et spirituel. Alors, la doctrine sociale donc, a
a pratiquement démarré, il ne faut pas le dire tout à fait comme ça, mais avec Rerum Novarum à la fin du XIXe siècle. Et la notion à l'époque de rémunération, c'était que tout travailleur ait un toit, de quoi manger. C'était très basique, mais c'était déjà le... Voilà. Alors, j'ai deux références à ça. Pardon. Dans la supplique, justement, que les journées paysannes ont écrite, l'emploi avec un revenu sûr, donc à la fin du XXe siècle, c'est la période de la désertification dans un contexte de sous-emploi. L'emploi avec un revenu sûr a remplacé le travail nécessaire pour la dignité de l'homme. Or, toutes les activités, pas seulement agricoles, sont confrontées aux gains massifs de productivité et à la baisse des prix. Voilà, ça décrit après, la population paysanne va donc s'installer dans les banlieues des grandes villes, des pays riches, ou grossir les bidonvilles des pays pauvres, sans toujours trouver de travail, en augmentant le nombre des chômeurs. Et je reviens à ce qu'a dit Jean, donc nous avons le témoignage d'employeurs qui, en face de prétendants à l'emploi, demandaient quelle rémunération vous semble juste. Et ça nous renvoie à notre question, et ça renvoie éventuellement à ma formule, c'est qu'est-ce qui est juste en fonction de qu'est-ce que je vais apporter, non pas en fonction de la cote que m'a donnée l'école à la sortie, mais en fonction de, dans cette entreprise, ou quels sont mes besoins à moi. Et vous voyez bien que les besoins ne sont pas du tout les mêmes, suivant qu'on a une personne seule, une personne mariée, qu'on a un couple avec des enfants, qu'on a, que la femme participe et a un travail ou pas, etc. Donc les besoins ne sont pas les mêmes. Ce qui est important, c'est justement qu'est-ce qui m'apporte à moi quelque chose qui respecte ma dignité. Et je suis allé chercher la notion de dignité aussi. Et la seule valeur vraiment importante, c'est que je suis désiré par Dieu de toute éternité. Et c'est ça ma dignité. C'est-à-dire que chaque homme sur terre, consciemment ou non consciemment, bien sûr, mais a été voulu, a été désiré, et donc il a une dignité en tant que telle. Et toute la doctrine de l'Église est là-dessus, justement, sur cette dignité qui est parce que j'ai été désiré, parce que je suis attendu, pour une mission. Après, à moi de, justement, humblement, de découvrir quelle est cette mission. Alors, après, juste rémunération, travail. Le travail doit être honoré dans la doctrine, toujours, doit être honoré car il est source de richesse, du moins de dignes conditions de vie et en général, c'est un instrument efficace contre la pauvreté. Le travail est essentiel, mais c'est Dieu et non le travail, qui est la source de la vie et la fin de l'homme. C'est Dieu qui est et non le travail, qui est la source de la vie et la fin de l'homme. Le travail, en 263, le travail représente une dimension fondamentale de l'existence humaine comme participation à l'œuvre non seulement de la création, mais aussi de la rédemption. La conscience du caractère transitoire de la scène de ce monde ne dispense d'aucun engagement historique et encore moins du travail qui fait partie intégrante de la condition humaine, bien que n'étant pas l'unique raison de vivre. Aucun chrétien ne doit se sentir en droit de ne pas travailler et de vivre aux dépens des autres. 265, chaque travailleur, affirme saint Ambroise, est la main du Christ qui continue à créer et à faire du bien. 270, le travail humain revêt une double dimension, objective et subjective. C'est en tant que personne que l'homme est sujet du travail. Le travail au sens objectif constitue l'aspect contingent de l'activité de l'homme. Il varie dans ses modalités. Dans le sens subjectif, il se présente au contraire comme sa dimension stable, car il dépend seulement et exclusivement de sa dignité d'être personnel. Il est actus personae, c'est-à-dire expression essentielle de la personne, voulue par Dieu. D'accord ?
La dimension 271, la dimension subjective du travail doit avoir la prééminence sur la dimension objective, car elle est celle de l'homme même qui accomplit le travail, en déterminant la qualité et la valeur la plus haute. Il est possible d'affirmer que le travail est pour l'homme et non l'homme pour le travail. C'est une formule que Jésus a pris pour le sabbat. Hein. Et que le but de tout travail exécuté par l'homme reste toujours lui-même. Le but, c'est pas, voilà, c'est soi-même, ça nous fait grandir. Le travail se présente, 274, comme une obligation morale par rapport au prochain, qui est en premier lieu la propre famille, mais aussi la société, la nation, la famille humaine. Voilà. Et j'avais aussi « Mieux vaut peu avec la crainte du Seigneur qu'un riche trésor avec l'inquiétude ». Proverbe 15, 16. Ensuite, alors je reviendrai parce que je vous parlerai de mon questionnaire, mais comment êtes-vous arrivé justement à faire partie de cette branche des journées paysannes? Justement, quelles sont vos motivations par rapport au métier, au désir d'être agriculteur, ceux qu'ils sont? Quelles ont été vos motivations? Qu'est-ce qui vous a permis, et vous vous rendez compte aussi que suivant votre sensibilité, vous avez fait des choix qui ne seront pas les mêmes de l'un à l'autre. Il y en a qui ont une fibre plus arboricole, et bien ils font de l'arboriculture, enfin, etc., dans la mesure du possible. Mais on n'a pas tous les mêmes réalités ni les mêmes compétences en face. Alors, travail agricole, j'ai trouvé une expression de Jean-Paul II dans Laborem Exercens sur la dignité du travail agricole. C'est pourquoi il faut proclamer la dignité du travail, de tout travail, et spécialement du travail agricole, grâce auquel l'homme, de manière si éloquente, soumet la terre reçue comme un don de Dieu et affermit sa domination sur le monde visible. Je fais référence aussi aux trois alliances qui sont l'élément clé des journées paysannes et qui sont la référence. Alliance de Dieu avec l'homme en vue de la recherche et de la vérité de la sagesse. Alliance de l'homme avec la femme en vue de la famille. Alliance de l'homme avec la terre pour la gloire de Dieu en vue du bien de nos frères. Alors après, justement, je ne vais pas rester longtemps sur ce premier volet, mais quand même, je voulais vous l'éclairer, en tous les cas, de cette primauté de Dieu dans nos vies, enfin, Dieu créateur, et vous redire plutôt qu'il n'y a pas de solution unique et il n'y a pas un remède à la question posée. Enfin, il n'y a pas une réponse directe à la question posée, mais que nous avons, et vous avez la chance, nous sommes une association qui existe depuis plus de 30 ans, et en même temps, nous ne sommes pas des milliers, donc vous avez la possibilité d'aller visiter des agriculteurs membres des journées paysannes pour leur demander leur témoignage et voir comment, dans un contexte précis, ils s'en sortent ou ils ont des difficultés. Et comment ils essayent d'être à l'écoute justement de ce que Dieu veut pour vous, Dieu veut pour chacun d'entre nous, bien sûr. Et pour moi, ce qui a été un thème qui a été marquant, c'est quand on a eu les journées paysannes sur le thème de l'agriculture familiale. Et sur la définition, qu'il a essayé de se faire, de qu'est-ce que c'était que l'agriculture familiale. Et je vous donne juste ma conclusion parce que les débats étaient très intéressants. Et on a eu dans notre petit groupe un jeune qui était dans la Beauce et qui disait « Mon père était d'origine italienne, il était salarié agricole, il a pu acquérir une centaine d'hectares. Non, son grand-père. Avec 100 hectares, il ne pouvait pas vivre. Mon père est passé à 200 hectares et il a eu du mal à vivre. Moi, j'ai 400 hectares et j'ai du mal. C'est quoi là? Est-ce que je suis un agriculteur familial ou pas? Bonne question. Et à côté de ça, il y avait des agriculteurs et il y avait des thèmes opposés. Et j'ai une référence aussi au Brésil de quelque chose qui a été créé où il y a 150 familles qui vivent sur 1 hectare. Est-ce que c'est de l'agriculture familiale?
Et ma conclusion, moi, qui m'a beaucoup enthousiasmé, c'est en fait, là où je suis, est-ce que je fais la volonté de Dieu? Et c'est vraiment, et pour ça, ça revient à ma question récurrente, qui est Dieu pour moi? Voilà. Donc vous avez plein de choses à découvrir en allant visiter des agriculteurs qui vivent grandeur et difficulté de la vie paysanne. Mais pour finir ce premier paragraphe de notre témoignage, enfin plutôt cet exposé, et après c'est le témoignage, c'était vraiment de vous dire à chacun d'entre vous, ce par quoi j'ai commencé, mais que dans Isaïe 43,4, tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup, tu comptes pour moi et je t'aime. Et dans le compendium 321, mettre à la première place la dignité de la personne qui travaille, les nouvelles réalités qui touchent avec force le processus de production telles que la globalisation de la finance, de l'économie, des commerces et du travail ne doivent violer la dignité, la centralité de la personne humaine, ni la liberté et la démocratie des peuples. Il y a tout un travail à faire de réflexion. Alors voilà, j'ai fini à peu près sur la première partie, et je vais passer maintenant au témoignage. Je sens que Jean surveille, j'espère, pour le temps d'exposer et après le temps des questions. Donc je vous situe et je vous donnerai, j'ai marqué les grandes étapes, mais je vous parlerai bien sûr de notre démarche de vente directe. Mais pour vous situer, donc, je suis né au Maroc, parce que mes grands-parents étaient colons, c'est-à-dire que mon grand-père était le 12e d'une famille de 12 et il a eu un lot de colonisation, à l'époque ça s'appelait comme ça, qu'ils ont vécu la misère. Vraiment, on a retrouvé justement les écrits de ma grand-mère qui écrivait chaque jour quelque chose. Ils ont vécu la misère jusqu'à la guerre. Et c'est la guerre qui a permis de redonner de la valeur aux faibles productions. Que mes grands-parents et mes parents, quand papa s'est marié, il est allé travailler pour mon grand-père, parce que lui, il était période de la guerre, justement, il était jeune période de la guerre. Il est allé travailler au Maroc, d'où notre naissance de 5 sur 8 au Maroc. Et quand ça a brûlé, ça brûlait autour, donc ils sont rentrés et ils n'avaient rien. Et papa a commencé parce qu'un voisin fortuné lui a permis de couper du bois pour lui. Mais il a laissé le bois pourrir. Mais ça lui a permis d'avoir les allocations familiales, puisque étant au Maroc, il n'y avait rien, donc voilà, il a retrouvé. Et moi, ça m'a réjoui de savoir ces origines-là, parce que justement, c'est lié aux autres. Enfin, là, c'était lié en l'occurrence à quelqu'un qui a bien voulu lui donner, puis après, il a passé un concours, il est devenu conseiller agricole. Voilà. Deux détails importants quand même, je suis né en 1950. C'est quoi le 1950? L'année sainte du siècle dernier. Bac en 68, le meilleur de l'année aussi, du siècle, comme celui de cette année pour ceux qui le passent. Bon, voilà, mis à part Purpan. Alors les étapes. École de prière du Père Caffarel. En 70, je lis la revue Panorama chrétien et je trouve qu'il y a une école de prière à Troussure, initiée par le Père Caffarel. Et je fais quelque chose qui n'était ni dans mes habitudes, ni dans notre famille. Je pars en stop de Toulouse à Troussure, donc à côté de Beauvais. Et là, c'est un maître à prier, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui formait et qui a formé énormément de personnes à la prière, dans un silence le plus total. On ne devait pas entendre une planche du parquet craquer, et avec plein de consignes qui m'ont structuré, qui m'ont aidé. Et donc ça m'a tellement marqué que j'avais 2 amis à Purpan et on y est retourné, alors que d'habitude on n'avait pas le droit de revenir, mais pour les jeunes, toujours de la chance des jeunes, ils permettaient de revenir. Donc moi je suis revenu une 2e fois, j'ai amené mes 2 amis, et quand j'ai connu Marie-Odile, j'ai dit écoute, si tu veux qu'on fasse un bout de chemin ensemble, il y a 2 choses, c'est un passage à Troussure, et 2, après j'aimerais
un accord pour partir en coopération. C'est-à-dire je ne veux pas faire le service militaire en caserne. Donc ça a été validé, on a pu avancer, se marier, pas de problème. Donc je n'ai pas trouvé de travail au Maroc. J'ai voulu rester, donc 2 ans au Maroc, puisque c'était coopération catholique, c'est-à-dire qu'on était peu payé. Il y avait la coopération civile et la coopération catholique, on était peu payé. On a réussi à vivre, mais on a coincé un peu les jésuites, parce que c'est juste pour vous amuser. On a eu des jumelles au départ, et donc le père jésuite était médecin, nous avait dit ce serait mieux que vous rentriez en France. On a dit non, on va accoucher, enfin Marie-Odile va accoucher au Maroc. Mais après, je suis allé le retrouver en lui disant écoutez, voilà, avec ce que vous nous donnez, on ne peut pas acheter des couches, on ne peut pas acheter du lait, enfin c'est trop juste, quoi. Et au bout d'un bon temps de négociation, il m'a dit écoutez, ok, je vais vous donner quelque chose, mais vous ne le dites pas aux autres. Donc je suis sorti et je suis allé le dire tout de suite aux autres pour leur dire, vous savez, le père, il a accepté, donc voilà. Et donc je ne trouve pas de... Je voudrais rester au Maroc pour le travail, Marie-Odile n'y souhaitait pas du tout, et je ne trouve rien, si ce n'est salarié agricole par le stage de fin d'études que j'avais fait dans le Limousin. Donc le monsieur me dit, j'ai un ami en Ariège qui habite à Djibouti et qui cherche quelqu'un, voilà. Bon. Donc je dis oui par réalisme, puisque je n'avais pas d'autres pistes. Et je me dis, il vaut mieux toujours dire oui d'abord, non après, que l'inverse, parce qu'on se ferme quelque chose, voilà, enfin, donc du bon sens. Et donc je rencontre ce monsieur en été 76, où on rentre de coopération. Lui, il est impressionné par mon diplôme, moi je suis impressionné par lui. Lui, il a tort d'être impressionné par mon diplôme, parce que moi j'avais fait des études très branchées cheval et pas du tout vache, cochon. Bon. Mais bon, on a évolué. Ensuite, donc très vite, donc il accorde, on travaille en Ariège et on a vécu une expérience très forte du renouveau au Maroc, qu'on avait connu par le début du renouveau par le père Caffarel, et puis après au Maroc on a rencontré donc un prêtre qui venait du Liban, qui avait connu le renouveau, et surtout mon inquiétude à moi, puisque c'était les débuts, c'est que ce soit bien parti de l'Église, que ce ne soit pas un truc parallèle. Et en fait, on était les premiers laïcs dans un groupe de prière où il y avait le père évêque et la responsable des franciscaines missionnaires de Marie. Donc on était rassurés sur cet élément-là. Et donc on a... voilà. Et quand on s'est retrouvé en Ariège, on s'est dit, là, c'est vraiment le trou des trous. Et notre employeur nous avait fait rencontrer, puisqu'il était à Djibouti, il repartait, il nous avait fait rencontrer des gens locaux et qui nous ont invités assez vite. Et je ne suis pas très... Alors juste une parenthèse, l'Ariège, vous savez, on lâche des ours dans les Pyrénées, et vous savez où ils vont? On les lâche dans les Pyrénées centrales et ils viennent toujours en Ariège. Et nous, on dit, c'était pas la peine d'en amener, il y en avait déjà. C'était pas la peine d'en amener. Voilà, il y avait déjà des ours. Donc, Marie-Odile est beaucoup plus sociable, Dieu merci. Et donc, mais par contre, après ce dîner, on se dit, mais c'est pas possible, ces gens-là, ils sont passés leur temps à critiquer le monsieur qui nous employait, quoi. Donc on dit, c'est pas pour nous. Et assez vite, on se dit, soit on accepte, alors nous on l'appelait comme ça, un enterrement de première classe, soit on s'en va. Il faut partir parce qu'on ne voit pas vers quoi ça va aller, il n'y a aucune perspective. Et en fait, Marie-Odile, donc on attendait le 3e, et donc on fait le postulat, habité parce qu'on avait vécu au Maroc dans la prière, on fait le postulat d'accepter l'enterrement de première classe, c'est-à-dire de rien voir et de ne pas savoir où on va. Et après coup, on s'est rendu compte combien ça avait été bénéfique. Donc, 76 salariés agricoles, 78, je vous l'ai dit, le propriétaire veut s'agrandir, mais il ne peut pas, il me demande, voilà, je propose, enfin on s'entendait très bien. Il me propose de m'installer à mon compte, mais moi j'ai rien, on n'avait rien au Maroc, on est ressorti avec 100 francs à l'époque de dette aux jésuites, et donc j'ai pas de quoi, enfin voilà. Mais donc le monsieur dit pas de problème, je financerai, et donc il finance.
et je m'installe exploitant agricole. Et du coup, comme j'étais salarié, je prends un salarié pour me remplacer puisqu'on s'agrandit, etc. Et naît en moi l'idée, mais je peux faire ce qu'il a fait pour moi. C'est-à-dire que je peux aider d'autres. Et un des salariés, je lui dis, mais est-ce que tu es d'accord, si on trouve une exploitation, tu t'installes et je cautionne tes prêts. D'accord. Et donc j'ai naïvement, mais dans la foi peut-être, j'ai cautionné personnellement, sans avoir d'argent, d'accord, j'ai cautionné personnellement 3 jeunes qui se sont installés. Et c'est vous dire aussi la différence avec, à l'époque, la banque avait été à l'écoute de la bonne foi de celui qui défendait son dossier. Aujourd'hui, il faut avoir des garanties et sur-garanties. Mais à l'époque, justement, parce que moi je n'avais rien, ma bonne tête, mais c'est tout. Et donc j'ai permis l'installation de 3 à 4 jeunes avec qui on s'est associé. C'est-à-dire que justement, moi j'avais l'impression d'avoir bénéficié de quelque chose. J'avais pas, je peux m'installer, je peux vivre et faire vivre ma famille. Et on s'agrandit et du coup on récupère des structures agricoles. C'est-à-dire qu'on a fait SCEA, on a fait GAEC, on a fait GIE, groupement d'intérêt économique, on a fait CUMA, on a fait groupement d'employeurs. Tout ça pour travailler ensemble et bénéficier des aides qui pouvaient graviter autour. Ensuite, donc je vous l'ai dit, on est parti sur le cheval, mais ça, voilà, le contexte ne s'y prêtait pas, puis le cheval lourd, ça dégrade beaucoup. Donc on est reparti sur le bovin, qui était j'avais fait mon stage de fin d'études dans le Limousin, donc sur le cheval, mais mon maître de stage avait aussi l'élevage bovin, donc il est venu nous aider un peu au début, pour nous parrainer. Et on a démarré sur du Limousin. Et on a eu la vie de tout producteur de veaux, sauf que, comme on avait donc 3 ou 4 structures agricoles, on commençait à avoir un peu de volume en nombre de têtes, et que j'ai adhéré à la coopérative à un moment, et au bout de 2 ans, la coopérative de vente de bétail, et qu'au bout de 2 ans, j'ai tellement râlé qu'ils m'ont libéré du contrat qui était au moins pour 5 ans, en me disant, de toute façon, vous débrouillez mieux vous-même que nous, donc pas de problème, on ne viendra pas vous chercher des poux sur le contrat que vous ne respectez pas. Faites de votre côté, on en a marre de vous entendre aller. Et pourquoi? Et parce que du coup, j'avais des lots et que je pouvais négocier auprès directement de négociants et vendre donc pratiquement un camion. Et donc ça l'intéressait pour le volume. Et par contre, restaient toujours les critères d'achat du négociant qui sont tel animal, il a la queue mal plantée, il a le fanon qui est trop bas, il a les oreilles du mauvais côté, donc ça baisse le prix, alors que ça n'a rien à voir avec la qualité de la viande, on est d'accord, mais quand même, ça comptait. Donc à un moment, tout ceci m'agace, et comme on était plusieurs, et je vous ai dit, j'ai été caution des prêts de ces jeunes, et quand on a fait le GIE, je me suis engagé à leur fournir un minimum vital mensuel. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas tributaires du résultat de leur exploitation, je leur garantissais un revenu mensuel. Vous voyez qu'on vient dans votre thème en plein. Mais je me suis dit, je ne vois pas comment je vais maîtriser dans la durée. Alors, avec beaucoup de naïveté quand même au départ, et ça a duré longtemps la naïveté, mais du pragmatisme quand même, et un peu de bon sens. Et donc, on avait, par l'Église, par les mouvements d'Église, on connaissait un ami, enfin, ce n'était pas un ami à l'époque, mais ça l'est devenu vraiment, qui faisait de la vente sur l'exploitation de viande. Et donc, je suis allé le visiter, je suis allé, discuter avec lui, il m'a beaucoup encouragé en disant « mais si tu veux, je t'aiderai, voilà, mais il faut que tu démarres, c'est un moyen ». Et son schéma à lui était pour garder le lien avec la ville. C'est-à-dire qu'il vendait sa viande essentiellement à des citadins, bien sûr, mais enfin même avec des campagnards aussi, mais essentiellement à des citadins, et ils venaient chercher leur viande sur l'exploitation, ce qui leur permettait de nouer des relations et de parler, etc. Donc cette idée m'a plu, parce que quand on était avec les chevaux, le propriétaire voulait avoir
toute son économie alimentaire presque sur l'exploitation. Donc on faisait des petits élevages de volailles, on avait quelques moutons, on a fait un peu de, enfin, bref, tout type. Et moi, je m'étais mis à en vendre un peu sur le village, puisque lui n'était là que 3 mois par an. Donc je vendais un peu sur le village, et ce côté voilà, direct m'intéressait. Donc quand cet ami m'en parle, ok, et il va jusqu'à me prêter son camion isotherme pour rapatrier les carcasses de l'abattoir. Il vient m'apprendre à découper une carcasse pour le transporter et il me propose le boucher qui venait découper pour lui à la ferme. Donc c'est un peu le début du parcours qui est facilité. Et donc je commence comme ça avec beaucoup de... Alors pour vous amuser quand même, quand on a commencé, donc le principe qu'il avait lui, c'est que les gens venaient avec leur bassine pour chercher leur quartier de viande. Et le quartier, c'était vraiment soit la cuisse, soit la loyau, tout le milieu, soit l'avant. Donc c'est des quartiers qui, en carcasse, font entre, pour le moins, c'est 40-50 kilos sur la cuisse, mais l'avant et le milieu, ça peut faire 60 à 80 kilos. Donc les gens achetaient 60 à 80 kilos carcasse, d'accord? Et ils venaient, le boucher désossait, découpait devant eux et leur disait: qu'est-ce que vous voulez? Là, pour tel morceau, je vous conseille des tranches, des rôtis, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, etc. Bon, on était quand même sur du basique. Hein. C'était tranches, rôtis, bourguignon, enfin, plat à cuisiner. Et donc, on a fait ça, nous aussi, par proximité. On faisait ça dans une grange à peu près propre. Et puis, lui, il faisait venir à la ferme, et moi, je me suis dit... faire venir à la ferme, on avait à cette époque-là, donc c'était 80, on a commencé en 83, donc 84-85, on avait 5 enfants, on attendait le 6e. Je me suis dit non, ça c'est pas possible parce que le seul moment de libre c'est le dimanche après-midi. Pour les citadins c'est génial de venir à la campagne le dimanche après-midi, mais moi vie familiale c'est pas possible parce que les animaux, enfin vous savez ce que c'est. En plus on était en plein air intégral, c'est-à-dire que quand il y avait des vélages, je me levais la nuit, bien sûr, pour aller voir, et que suivant les périodes, le dimanche matin, il faut nourrir les bêtes avant d'aller à la messe, donc on s'organisait avec Marie-Odile pour avoir la messe, et puis voilà. Mais pour avoir en plus pour un ours, avoir des gens qui viennent en plus le dimanche après-midi, ça dépassait les limites. Donc je me suis dit, moi non, je vais aller leur porter. Et donc je me suis mis, alors vous imaginez, on était donc des bâtiments non climatisés, bien sûr. On faisait donc un boucher découpé. On avait des bassines. Je me dis, je vais leur emmener, mais je n'ai pas de bassine. Donc, idée géniale, je prends des sacs poubelles et je leur mets leurs 40 kilos de viande nette dans un sac poubelle. Donc, je fais ça. La voiture était climatisée, mais la climatisation de la voiture, ce n'est pas la climatisation nécessaire à la viande, donc c'est 18. Hein. Et donc... j'arrive chez les clients et on avait fait des papiers à la main, on mettait les catégories de tranches, mais avec le poids, bien sûr, ça déjute beaucoup. Donc tous les papiers étaient imbibés de sang, enfin c'était génial. Pour ça, j'avais qu'une appréhension, c'est que le sac perce quand j'allais de la voiture à la cuisine de la personne pour faire ma traînée de sang. Et donc je me suis dit très vite, on ne pourra pas faire longtemps ce genre de... Voilà. Donc d'expérience en expérience, la seule chose qui m'a guidé, c'est que quand je maîtrise une difficulté, je prends de l'avance sur mes collègues. D'accord. Une petite chose personnelle, en 85, donc on attendait notre 6e, et là où nous logions, celui qui nous salariait, avec qui nous étions associés maintenant, était locataire. Et le propriétaire proposait de vendre. Donc on s'est dit avec Marie-Odile, on va lui proposer d'acheter, puisque moi je lui demandais de l'argent pour financer tout notre développement agricole, et je trouvais que c'était pas très... je n'allais pas lui demander encore de financer la maison. Donc on fait des démarches pour acquérir la maison, on fait un prêt immobilier, on voit le notaire et tout, et l'été, en faisant partie de la communauté de l'Emmanuel, on avait une session l'été, et le thème de la session était sur la sobriété. On revient, pas de problème, très touché par la session, etc. Et le propriétaire me convoque assez vite, puisqu'il était en été, il était là.
Et il me dit, tu sais, la maison, finalement, j'ai réfléchi, voilà, j'aimerais bien que, voilà, si ça ne te dérangeait pas, moi je voudrais la conserver parce que dans mon patrimoine, je voudrais que ça revienne à ma femme. Enfin, bon, on se concerte avec Marie-Odile et on se dit, bah, nous, on n'a pas forcément voulu être propriétaire pour soi. Enfin, du moment qu'on a de quoi vivre, c'est pas notre objectif premier. Et on dit, bah, écoutez, d'accord, on a fait le prêt et tout, mais enfin, bon, il n'était pas formalisé, mais ok. Et son épouse vient avec lui et dit, ah non, mais moi, je veux que ça soit bien, donc je veux que vous ayez des portes en chêne, enfin, je veux pas du placo, machin, etc. Bon. Je dis, bah, tant mieux, c'est bien pour nous, ça. Et ils ont financé les travaux et la maison, et donc on était, enfin, bien sûr, le coût a été double par rapport à ce qu'on avait prévu pour nous. Mais on est toujours... On bénéficie, je vous dis ça, on bénéficie du statut des baux ruraux de l'époque, où les baux ruraux, c'était maison et terre. Donc on a une maison d'habitation qui a été rénovée complètement. Et comme je suis à la retraite, et que c'est un de mes enfants qui a repris, le bail, il lui est revenu. Donc on habite toujours dans la même maison, on n'est pas propriétaire, et on est sous le bail de notre fils. Bon, je continue. Vente à Toulouse. Assez vite, donc on se procure des cartons et des emballages. Enfin, on met en poche, mais on met en poche par catégorie. Et on livre donc toujours nos quartiers. Et comme c'est un travail, ne pouvait être que par relation. Donc on avait des relations à Toulouse, 100 km, bon, mais en même temps, quand on fournit 40 ou 50 kg de viande, on se dit, ils en ont pour 6 ou 8 mois. Si on veut vendre régulièrement, il faut trouver d'autres clients. Donc on demande les amis des amis. Et Dieu merci, par le groupe de prière local, il y a une amie qui me dit, mais est-ce que tu veux que j'en parle à des amis? Alors, je dis, ben, non seulement je veux bien que tu en parles à des amis, mais si tu voulais parler des amis, ça m'intéresserait, parce que je ne pouvais pas tout faire. Et que Marie-Odile était avec les enfants, donc il n'y avait pas beaucoup de disponibilité, puis que c'est quand même pas ma grâce première de faire tout le... Même si après je sais faire un petit peu, mais de faire toute l'entrée en matière, la mise en relation et de vendre son produit. Et surtout avec la viande, je trouvais que le produit, enfin c'est un côté délicat, parce qu'on sait les principaux critères pour faire de la qualité, mais on n'est jamais maître du produit total. Et que, enfin voilà, bon, il y a eu quelques avaries, plutôt pas avaries, hein, mais quelques difficultés, mais qui ont toujours été résolues parce que justement on était droit. Donc cette dame ou cette amie communautaire vient devenir ma commerciale. Alors très vite, je me dis, mais non, moi c'est pas une commerciale, c'est une ambassadrice. Parce que justement, je ne veux pas rentrer dans un système commercial, je ne veux pas reprendre des mots de la distribution, je ne veux pas prendre des mots de la coopérative, je veux réellement parler de l'agriculture aux clients. Et surtout, faire référence qu'une génération ou deux avant lui, dans sa famille, il y avait des agriculteurs. Et donc le sensibiliser à cette réalité et lui parler de la vie des agriculteurs aujourd'hui. Et donc, elle vient m'aider. Et on se développe, et donc je peux envisager de livrer les amis. Donc je vais Lyon, Limoges et Bordeaux. Ce sont les extrêmes, je ne peux pas aller plus loin. Parce qu'on n'a pas d'argent, toujours. Parce qu'on découpe dans la journée, on roule la nuit, on livre le matin et on rentre le soir. On n'a pas d'argent. D'accord ? Et on livre toujours dans des cartons, dans des poches emballées. Et puis j'ai fini par acheter un camion isotherme d'occasion bien sûr, avec des étagères. Et manque de peau en allant à Lyon, patatrac dans un tournant, les cartons, j'entends derrière que ça tombe. Voilà, des expériences sur lesquelles on n'est pas très fiers et on essaye de refaire les choses pour que le client ne se rende pas compte de tout ce qui s'est passé. Et voilà. Mais ça sert d'expérience. Et un jour, j'ai un appel, alors je continue, excusez-moi, je continue, et donc 96, première crise vache folle. Pour l'histoire, pour mes ambassadrices, puisque Marie-Odile, mon amie ambassadrice, à un moment a dû être opérée, elle était absente un mois et quelques ou deux,
Et je demande là, implorant à Marie-Odile, je dis, il faut que tu viennes m'aider parce que là, je peux pas tout faire et j'ai absolument besoin de toi. Alors, elle me dit, mais je ne sais pas faire, etc. Puis bon, bonne volonté, Dieu merci, elle vient, elle m'aide et elle se met à vendre et du coup, j'ai eu 2 ambassadrices. Et avant 96, donc le boucher venait à la ferme, les services vétérinaires me disent à un moment, attendez, là, vous commencez à faire du volume, vente à la ferme, c'est plus possible, enfin, ou alors vous faites des aménagements, il nous faut des trucs carrelés, enfin propres, nickel, et climatisés, tout et tout. Et moi, pas d'argent, pas envie d'investir. Et le boucher dit, mais moi, je veux bien faire chez moi. Alors on dit, bah, impeccable, moi, je vais chez toi. 75 km. Abattoir 20 km plus loin, mais enfin, on s'organise. Et j'avais contacté, toujours pour trouver des clients, j'avais contacté des transporteurs frigo pour leur dire, mais voilà, je voudrais livrer partout en France, est-ce que c'est possible? Parce qu'on retrouver des amis toujours un peu plus loin. Ils m'ont dit, non, non, un agriculteur pas crédible, connaît pas, enfin voilà, on ne veut pas s'engager. Et quand je vais découper chez le boucher qui a monté son atelier de découpe, la même personne, je retrouve les transporteurs frigo, ah oui, si vous êtes chez un tel, alors que ça ne changeait rien, mais voilà, ils n'avaient plus que l'image de l'agriculteur, ils avaient l'image aussi du boucher. Et donc j'ai pu aller à Paris. J'ai pu vendre à Paris. Et je vous parle de Paris, pourquoi? Parce que je livre toujours dans mes caisses en carton, avec toujours dans toutes mes catégories dans une même poche. Et un jour, j'ai un ami qui m'appelle en disant, dis donc, on a acheté de la viande chez toi, donc on l'a mise tout de suite au congélateur, et comment on fait pour séparer les tranches après? Alors je dis, bah oui, tu prends un burin et un marteau, mais voilà. Donc on se dit, là, il faut aller plus loin. Et donc avec le boucher, on décide qu'il investisse, et bien sûr on paiera, mais on fait de l'emballage personnalisé, chaque tranche individuelle, étiquetée, mise en... Enfin, c'est le temps qui passe, hein, c'est ça? Ouais, hop. Bon. Jean m'a pas fait signe encore, c'est bon, je peux continuer. Donc on développe la portion individuelle. Vache folle, plus 25%. L'année de la vache folle, donc c'est pour ça que je voulais vous parler, je veux regarder une émission sur c'est quoi exactement la vache folle, pour en parler à mes ambassadrices pour répondre aux clients, d'accord? Je reste une soirée à regarder une émission dans laquelle il y a un vétérinaire national, il y a un représentant du ministre, enfin un tas de choses. J'ai regardé l'émission 3 heures, je vous assure que j'avais les picotements qu'il décrivait pour ceux qui avaient mangé de la viande et qui avaient la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Parce que théoriquement, c'était censé donner ça, maladie de Creutzfeldt-Jakob. Donc j'avais tous les picotements qui étaient décrits, puisque j'aimais bien la viande crue, enfin, etc. Et en fait, tous les pronostics sur cette, sur cette pandémie, puisque pour les vaches, c'était une catastrophe quand même. Hein. Vous vous rappelez, vous êtes trop jeune, vous en rappelez pas. Mais ça a été une catastrophe au niveau des producteurs. Et en fait, nous, on a simplement dit, on ne peut pas vous garantir qu'il n'y ait pas la maladie, on peut vous garantir la manière dont on élève. Et qu'on n'introduit pas des bêtes étrangères sans avoir des tests, enfin on les introduit quand on achète des reproducteurs, mais voilà, on n'est pas... Et donc, on a misé sur la confiance. Et les gens ont suivi, donc plus 25%. Mais toute notre démarche était basée sur la confiance. C'est-à-dire qu'on a, justement, on a réfléchi un moment, est-ce qu'on prend un label, est-ce qu'on fait une marque, est-ce que ci, est-ce que ci, est-ce que ça? Et on s'est toujours dit, si c'est pour dépenser de l'argent, c'est pas la peine, on n'en a pas. Donc on ne fait pas. Par contre, qu'est-ce qu'on peut mettre en face? Et donc on a dit à nos amis clients, on dit écoutez, on va pas adhérer à une marque ou à un label parce qu'on va dépenser de l'argent pour être contrôlé une fois sur 100. Donc on préfère que ce soit vous qui veniez nous contrôler. Venez, nous on vous dit comment on élève, et si vous êtes de passage, ben vous venez voir et vous contrôlez vous-même. C'est la meilleure chose. Comme ça, vous, ça vous fait partie de votre circuit de vacances. Et nous, ben voilà, on ne va pas payer un organisme pour simplement avoir une étiquette et puis se faire, faire contrôler régulièrement. Enfin, régulièrement. Ne croyez pas que l'étiquette garantisse ce qui est fait derrière. Voilà ce qu'on voulait leur dire. Et donc, ça a été toujours notre critère, c'est développer et entretenir la confiance.
Et donc on avait initié aussi des journées portes ouvertes, etc. Donc on a développé nos structures dans ce sens-là et on s'est organisé. D'accord. Ok. On s'est organisé de façon à ce que chacun, dans notre groupe de 4, 5, 6, chacun allait sur le domaine où il avait une fibre prépondérante. Il y en avait un qui préférait le matériel, il s'est occupé de tout le matériel, de toutes les exploitations. Il y en a un qui avait une fibre élevage et acheteur, c'était lui qui était le responsable de tous nos élevages. Et qui disait, justement, telle bête, on peut la préparer maintenant, il faut la rentrer, on va passer, voilà, telle alimentation, etc. Donc c'était structuré en fonction des compétences de chacun. Impossible aujourd'hui, et dans la durée, ça a été limité aussi par je ne sais plus quelle maladie, dans laquelle on nous a dit, mais si les élevages sont mélangés, on est obligé de contrôler tous les élevages à tel moment et de faire encore plein de tests. Donc on a été obligé à un moment de se séparer. Alors je vais abréger assez vite pour que vous puissiez poser des questions, mais dans notre développement, juste je voulais vous témoigner de ça, j'ai eu un moment un questionnement important qui dit mais ok, on se développe, mais jusqu'où? C'était ma question. Jusqu'où? Et je suis allé voir deux amis qui étaient dans des structures qui se développaient beaucoup. Un qui était au Crédit Agricole, ce n'était pas forcément la référence de développement agricole, mais quand même, il avait un poste important. Et je suis allé discuter avec lui. Et un autre qui était viticulteur à Bordeaux et qui faisait beaucoup de ventes directes depuis longtemps et qui se développait beaucoup. Et au bout des entretiens, je me suis dit, il n'y a qu'une synthèse, c'est développe tes talents, parabole des talents. Tu fais ce à quoi tu es appelé et tu fais confiance. Mais tu n'as pas de modèle, tu n'as pas de schéma et tu n'as pas de seuil. C'est toi en fonction de ce que tu es, de tes capacités et de ceux qui sont avec toi. C'est le groupe. Donc, juste pour résumer, on était assez innovants, ça ne veut pas dire on a eu plein de soucis, hein, ne croyez pas, je suis obligé de résumer, mais on a eu plein de soucis, mais c'était l'important de vous développer la démarche. Mais pour vous dire, chacun d'entre vous, vous avez une possibilité à développer, vous avez des talents à développer. Le pic de l'activité, pratiquement, c'était 2004, où on arrivait, alors on avait ce qui n'existe plus aujourd'hui, c'est amusant aussi ça, c'est qu'on avait une saisonnalité qui était inexplicable, sauf par la connaissance de la nature. C'est-à-dire qu'à l'automne, on engrange pour l'hiver. Et bien pour la vente de viande, c'était comme ça. On faisait des pics de vente sur les mois de septembre-octobre, à peu près jusqu'à Noël. Et puis après, ça baissait et ça remarchait un petit peu au printemps. Pas beaucoup l'été, parce qu'il fallait innover, il fallait trouver d'autres lieux, il fallait vendre un peu sur les circuits de vacances. Et on leur a proposé d'envoyer sur le circuit de vacances. Mais voilà, donc c'était saisonnier, et donc il nous est arrivé de faire, pour vous donner juste un exemple, des semaines de septembre, début octobre, enfin on faisait 4-5 semaines où on faisait 12 vaches et 10 veaux par semaine. Donc vous voyez le volume qu'il fallait faire, préparer les clients qu'il fallait trouver et comment livraison individuelle chez chaque client. Juste, et je termine là-dessus parce qu'après vous poserez des questions. Mais en 2000, j'avais trouvé, donc en 87, je vais chez le boucher. 97, je crée un atelier de découpe local parce que je faisais un tiers du volume chez le boucher. Et que, voilà, je crée un atelier de découpe pour diversifier, c'est ma théorie, diversifier les œufs dans le panier. Et je me mets à disposition des agriculteurs. Et on crée, parce qu'en 2000, le transporteur qui me faisait le particulier partout en France dit on arrête. Plus de particuliers en France livrés. Un mois après, délai 1 mois. En 1 mois, on trouve 3 transporteurs nationaux et on trouve des transporteurs locaux sur toutes les grandes villes, qui vont prendre sur la plateforme du national et qui vont livrer le particulier, donc, etc. Ça me donne de l'avance par rapport à tous mes collègues. Mais ma théorie a toujours été, contrairement à une de mes ambassadrices, la responsable, qui me disait toujours « ne donne pas tes tuyaux aux autres ». Ma théorie a toujours été, au contraire, il faut partager. Il faut partager parce que ça peut aider les autres. Et qu'il y a de la place pour tout le monde en vente directe.
Parce que les structures, enfin bon, on parlera des structures si vous voulez, mais voilà, les structures ne sont plus au service de l'agriculteur. Enfin, c'était notre... je résume, mais c'était notre manière de voir à ce moment-là. Et donc, et après, les choses se sont petit à petit atténuées parce que justement, j'ai pu trouver les relais des ambassadrices. J'ai pu trouver des personnes qui étaient habitées, si j'ose dire, par la démarche, et qui acceptaient une vie difficile, parce que pour avoir les gens chez eux dans une période où les femmes travaillent de plus en plus, il fallait le faire soit à l'heure du repas, soit le soir, et quand on a des enfants, ça reste un peu compliqué. Et donc par réflexion aussi, on avait plutôt des ambassadrices que des ambassadeurs. Pourquoi? Parce qu'à Paris, on peut appeler jusqu'à 10 h du soir à peu près. Mais quand un monsieur appelle une dame pour parler cuisine à 10 h du soir, on peut comprendre que le mari il peut être un peu inquiet de savoir qui c'est qui appelle à cette heure-là. Mais donc nous, ça, voilà, on a mis plutôt des ambassadrices parce que ça correspondait. Et que on a commencé à baisser à partir de 2005, voilà. Qu'au niveau des structures agricoles, on a commencé à avoir des difficultés. Donc on s'est séparés. Chaque agriculteur a repris sa structure. On avait soldé les prêts. Chaque agriculteur a repris sa structure parce qu'on se rendait compte que le collectif avait un avantage quand tout le monde adhère à la même réalité, mais que quand à un moment, pour des raisons particulières, mais que chacun commence à repenser à soi plus qu'au collectif, ben ça tiraille et que là, voilà. Donc chacun a repris sa structure agricole et chacun a continué la vente directe. Nous, on a gardé bien sûr le principal puisqu'on l'avait créé, l'atelier de découpe. C'est c'est la seule chose dont on a été propriétaire, si je peux dire. Et sachant que quand j'ai terminé, donc j'ai pris ma retraite en 2014, 31 décembre, j'ai continué jusqu'en 2018 parce que deux de nos enfants ont voulu reprendre des exploitations en location, mais qui ne voulaient pas de l'atelier de découpe. Ils avaient peut-être vu une vie trop prise, ou je ne sais pas quoi, bien que voilà, pour nous ça a été faisable. Mais donc ils n'en ont pas voulu et je suis resté pour chercher un repreneur et j'ai fini par vendre aux salariés qui l'ont prise en scope, ce qui fait que j'ai vendu le fonds de commerce et les scopes n'achètent pas les murs. Moi je voulais tout vendre parce que comme ça c'était fini. Mais voilà, j'ai vendu aux salariés et l'entreprise continue. Ils ne sont plus sur le même créneau puisque celui qui a repris principalement est un boucher qui fait beaucoup plus de prestations. Que nous, on faisait plus de ventes directes, mais on s'était ouvert à la prestation et on avait facilité à tous les agriculteurs, c'est-à-dire qu'on avait on avait créé une association au début d'éleveurs pour s'opposer au groupement de producteurs. Ça s'appelait la ADEB. Et puis après, on a fait une association, je vous l'ai dit, d'éleveurs en vente directe pour pallier aux problèmes de transport. Et voilà, enfin, donc ça c'est... Eux, ils n'ont pas voulu continuer sur ce créneau-là. Donc l'association Vente Directe s'est terminée un peu en roue libre. L'ADEB, elle continue, c'est autre chose. Ça a été repris par des agriculteurs, tout va bien. Mais chacun, donc tous ceux qui ont été installés, qui ont vécu avec nous, sont aujourd'hui toujours agriculteurs et ont des descendants pour reprendre leur structure. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long. Mais je reste ouvert à vos questions, puisque c'est le temps prévu théoriquement des questions maintenant. La question, je pense que tout le monde se pose. Les vaches étaient-elles tachetées? Étaient-elles Tachetées. Très bien. Merci François. Bien, tu as bien écouté. On a essayé. Merci pour ton intervention et ton partage. Ce qui m'a beaucoup marqué dans ton intervention, ça a été la priorisation de la vie de famille. Pardon, là? Priorisation Oui. de la vie de famille. Oui. Et à partir de la vie de famille, comment est-ce qu'on fait pour travailler, se nourrir, répondre à ses besoins? J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on voit dans le monde actuel, professionnel, soit une priorisation, un choix de priorisation. Mais plus on travaille et après on voit ce qui se passe. J'ai beaucoup aimé ton axe sur la priorisation de tes valeurs. On partage ce que l'on sait, on apprend à faire confiance, on fait confiance, on prend des risques, on trace sa route, on quitte la COP parce qu'on ne s'entend pas
dans les objectifs. 2 points pour faire la transition avec les questions et pour compléter ton expérience, ton partage d'expérience. D'une part, as-tu été amené à travailler avec des négoces et d'autres opérateurs économiques, ou est-ce que ça a toujours été des acheteurs qui ont été connus d'amis, ou d'une part, et d'autre part, aujourd'hui on n'est pas tous appelés à faire de la vente directe, on n'est pas tous contents de travailler avec les acteurs du monde économique. Comment concilier les deux? Ou du moins, comment faire en sorte que tout le monde s'exprime dans notre beau pays? Alors, tu me rediras. La première question, oui, j'ai travaillé avec des organismes, je vous l'ai dit, j'étais au groupement de producteurs. J'en suis sorti parce que je n'étais pas content. J'ai essayé aussi, et enfin, voilà, ça a été une réflexion importante, j'ai essayé à un moment de vendre parce que c'est toujours... Dans l'agriculteur, quand on développe, il y a toujours une notion de recherche de volume. Et c'est très bien décrit dans le manifeste qu'a écrit les Journées paysannes. Il y a 2 choses. Il y a la supplique à l'église et il y a la question paysanne à la veille de l'an 2000. Vous demanderez à Anne-Laure, c'est toujours dans les parutions des Journées paysannes. Et le principe, c'est que l'agriculteur qui était producteur, enfin qui était producteur pour lui-même et il vendait ses surplus, est devenu producteur pour vivre. Et donc, on a créé, on produit parce qu'on s'endette, les prix agricoles étant maîtrisés, et c'est délibéré au départ parce que on devait pouvoir nourrir, c'est Moyen-Âge, on devait pouvoir nourrir la ville, parce que sinon la ville se révoltait, donc il fallait qu'on mette en concurrence, pour baisser les prix, tous les produits agricoles. Et on est resté quand même sur ce schéma. L'agriculture est le seul domaine où, justement, les prix, ayant un intérêt vital, sont par principe, même si après avec la PAC on a évolué, il y a des choses différentes. Mais on a fait de l'agriculteur un producteur. Et il ne produit plus pour manger, il produit pour produire, pour rembourser ses emprunts. Il produit pour vivre. Et on n'est plus dans la même logique. Donc il y a une recherche toujours de plus. Nous, dans notre démarche de vente directe aussi, à un moment on s'est dit, mais on galère, quoi. À un moment j'ai eu 3 ambassadrices, mais voilà, c'est compliqué. Et comment on fait pour essayer un peu, parce que vendre 10 kilos à quelqu'un qu'on envoie à Lille, ça a quand même un coût, c'est quand même, voilà, etc. Et si on pouvait trouver quelqu'un qui nous achète une bête entière. Donc on est allé voir la Super U locale, et la Super U locale me dit « Ah oui, ça nous intéresserait, on va mettre des grands trucs en disant que ça vient de chez le producteur, comme on était dans les premiers à faire ça, on va mettre des grands panneaux, telle bête vient de tel producteur, etc. » Alors je vous répète que j'étais naïf quand même, hein. Et je le restais, donc on dit « D'accord, on convient, en se serrant la main, on convient que je n'avais plus de camion frigo, puisque je faisais tout livrer par transporteur. Je conviens que je vais louer un camion frigo pour lui rapatrier les carcasses de l'abattoir, où je vais payer quelqu'un pour faire. Bon. On convient d'un minimum, pour rentabiliser un peu, de bêtes par semaine ou par quinzaine. Et on convient d'un paiement à 3 semaines. Aucun des éléments n'a été respecté. Aucun. C'est-à-dire que la première semaine, j'ai tué 2 vaches, pas de problème, 4 quartiers, etc. La semaine d'après, il dit « Ah non, mais on n'a pas fini de vendre, il me faudrait qu'une demi-vache. » On va dire « C'est bien, très bien. » Heureusement, j'avais la vente directe, donc je savais ce que je pouvais faire de l'autre demi-vache. Mais tout a été comme ça. Donc j'ai fait 6 mois, puis je dis « Très bien, j'ai compris, c'est pas pour nous, c'est pas notre marché. On ne peut pas jouer avec eux. » Et donc voilà, j'ai fait cette expérience, mais je me suis dit, voilà, on n'est pas dans les mêmes réflexions. On n'a pas, et puis on n'a pas la même voilà, conception. Moi j'étais dans la confiance, dans l'agricole, dans le concret, j'avais dit venez voir. On n'a jamais dit qu'on ne faisait pas d'ensilage, hein. On leur a dit on fait, c'est quoi l'ensilage? Vous mangez de la choucroute, et ben c'est pareil. On tasse de l'herbe, naturellement, on ne met rien dedans, donc c'est ça. Mais venez voir, venez voir. Et donc ils sont, voilà, confiance. Et là quand on a voulu travailler, coopérative ou Super U, on s'est dit mais plus jamais, c'est pas notre marché à nous. Ce qui ne veut pas dire que d'autres ne peuvent pas le faire, d'accord? Le tout c'est d'être lucide, d'être éventuellement doué pour une négociation, d'être un peu dur en affaires, enfin, etc. Moi, c'est un jeu que je n'ai pas voulu faire. La deuxième question, s'il te plaît, Jean. Concilier justement tout le monde. Alors oui, ben, ma question par rapport à ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et c'est ma recherche de la formule pour vous. C'est quoi tes talents? C'est quoi ton aspiration? C'est quoi, enfin, qu'est-ce que tu as découvert? Quelles études as-tu fait? Pourquoi? Quelle est ton aspiration?
et derrière, quelle est la volonté de Dieu pour toi? Pour moi, il n'y a que ça. C'est justement, tu peux pas... Il y a des gens très bien qui vivent dans les grandes banques. Quand on a entendu aux Journées paysannes ce qu'étaient les grandes banques, on se dit, bah, c'est un monde qu'on ne voudrait pas trop fréquenter. Le compendium nous dit engagez-vous. Et il y a des gens qui vont s'engager en politique. On sait qu'on a plutôt tendance à dire un peu panier de crabe, mais non, heureusement qu'il y a des gens qui s'engagent parce qu'ils ont cette vitalité, cette force et cette grâce de pouvoir tenir, mais jamais seul, hein, par contre, jamais seul. Jamais seul. Et c'est ça, il n'y a pas de réponse toute faite, enfin, pour moi. Mais Dieu a un plan pour chacun de nous. Merci François. Avez-vous des questions? Le jeune homme au champ. Oui. Très pratiquement, est-ce que vos ambassadrices elles étaient rémunérées? Quels intérêts elles avaient à... Très bien. Bon. Très bien, très bien. Pardon? Tu gardes le micro. D'accord. Très bien. Oui, mes ambassadrices étaient rémunérées, bien sûr, bien sûr. Mais rappelez-vous que je n'avais pas d'argent. Donc, on a trouvé quelque chose qui a marché, c'est-à-dire que je les rémunérais au pourcentage. Et en même temps, donc on travaillait ensemble, hein, vraiment, et on a travaillé au calcul du pourcentage avec elles, en fonction, et qui ne sont pas... Je m'étais renseigné, je savais que dans le vin, ils pouvaient donner jusqu'à 25%. Nous, on donnait 3%. D'accord? Parce que c'était en fonction du prix, enfin, de ce qu'on vendait, en fonction des coûts qu'on avait, enfin, etc. Et je peux vous dire qu'il y en a qui se sont fait des salaires bien meilleurs que moi, hein, ça c'est sûr, les ambassadrices. Parce qu'elles avaient la fibre, elles savaient faire, et que, enfin, je veux dire, nous, la garantie que j'avais pour mes agriculteurs, c'était, enfin pour nous tous, c'était entre 1500 et 2000 euros, donc à la période où on est passé en euros. Hein. Il y a des ambassadrices qui, à certains mois, se sont fait 5 ou 6 000 euros. D'accord? Bon. Alors après, on nous a expliqué que le pourcentage, c'était pas légal, enfin, etc. Donc on est retombé dans des trucs un peu compliqués, mais on est resté surtout sur notre base à nous. D'accord? Notre base a toujours été, donc on a adapté la formule qu'on nous a dit qu'il fallait faire officiellement à une base réelle de pourcentage. J'y vais. Jean-Baptiste. Pensez-vous qu'il y a toujours de la place pour tout le monde dans la vente directe? Est-ce que, pardon, il y a Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde encore aujourd'hui dans la vente directe? Moi j'y crois. Moi j'y crois. Et est-ce que tout le monde peut acheter, enfin, est-ce que le Français lambda peut acheter en vente directe toutes ces nourritures? Alors, moi, je veux dire, une question globale, j'ai du mal parce que je ne peux pas faire une réponse globale. Moi, je crois qu'il y a vraiment de la place, mais que c'est pas, enfin, comment dire, c'est pas naturel. Il faut aller le chercher. C'est justement là où je vous dis, c'est quoi vos talents, c'est quoi votre sensibilité, c'est quoi votre objectif de vie. Si c'est l'agriculture, ben, il faut vivre de l'agriculture, bien sûr, hein, parce que c'est quand même le premier métier, la première. Mais on sait que dans une période où tout ce qui est vocation n'est pas valorisé. Bon, c'est les médecins, les enseignants, les agriculteurs, on veut normaliser. Mais sauf que l'agriculture, c'est pas très possible, même si on fait tous ces trucs. Mais donc, moi je crois qu'il y a de la place, et c'est pour ça, après, je veux dire, on est 66 millions de consommateurs en France. Il y a moins de 400 000 exploitations agricoles, et il y en a qui ne feront jamais de la vente directe. Jamais, jamais, jamais. Donc, moi, je crois, après, c'est vrai qu'il faut tenir compte de son contexte. Si vous êtes, enfin, vous voyez, nous, on était perdus, hein, on était au pied des Pyrénées, et donc la ferme, on était à 75 km du boucher quand il a installé son atelier. Quand j'ai refait l'atelier, on l'a fait à 10 km de chez nous. Mais c'est quoi le contexte, et qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je peux trouver comme force autour de moi? Qu'est-ce qui va pouvoir m'aider? Parce que la réponse directe, moi je crois qu'il y a de la place, mais c'est surtout, enfin, mettez votre confiance dans le Seigneur. Hein. Mais alors pas naïvement, c'est vraiment quelque chose de fond. Avec Marodil et nous, on s'était engagés à prier tous les jours, bien sûr, enfin avoir une vie qui permette. Alors on n'a pas une réponse à la sortie de notre temps de prière, mais le fait de vivre, d'essayer de mettre le Seigneur le plus possible dans nos vies, à un moment, il y a des choses qui nous viennent.
il y a excusez-moi, mais je vous dis ça, il y a une phrase de saint Augustin qui dit « Dieu donne ce qu'il ordonne ». Alors c'est très lapidaire. Dieu donne ce qu'il ordonne. C'est-à-dire que quand il suscite chez quelqu'un quelque chose, qu'on discerne, il faut discerner bien sûr avec quelqu'un d'autre, mais Dieu va donner, Dieu va accompagner. Et moi je crois à ça. Après, il ne faut pas le faire naïvement, c'est clair, mais en même temps, il ne faut pas se faire peur non plus. Aujourd'hui, on fait, la banque, elle vous demande des prévisionnels sur je ne sais pas combien d'années. Il faut le faire, bien sûr, autant que possible et le plus objectivement possible. Mais on sait bien qu'il y a on est tendu entre ce que la banque veut comme résultat, ou la chambre d'agriculture, les structures agricoles qui vont donner la prime jeune agriculteur. On sait qu'ils veulent tel résultat, donc il faut arriver à ça. Et après, mais en même temps, donc il y a vraiment un travail sérieux, parce que ne croyez pas que Dieu fait tout à notre place, c'est pas du tout ça. Mais il nous aide réellement. Et il a besoin de notre bonne volonté, il a besoin de notre professionnalisme, il a besoin de notre... voilà, il a besoin de nous. Mais moi je crois, de toute façon ça ressortait déjà là, hein, ça sortait dans le... Et vous l'avez j'ai amené un des derniers liens, où c'est l'histoire de l'agriculture, où il dit que les prix rémunérateurs sont... voilà, si on veut avoir un prix rémunérateur, on a plus de chance en maîtrisant la filière, quitte à le faire à quelques-uns. Rappelez-vous, parce que moi je trouve que c'est ça qui est génial et insupportable, c'est que l'agriculture a eu une phase d'innovation qui était extraordinaire. Extraordinaire. Le crédit agricole, le groupe AMA, les coopératives, etc. C'est quand même des choses géniaux. Le problème, c'est que ça nous a échappé. On a mis des salariés, ce qui était légitime, hein, c'est pas du tout contre ça, mais on a obtenu des dimensions qui fait que ça a échappé. Et qu'aujourd'hui, ils parleront tous de la valeur de l'homme, etc., mais on sait bien ce que c'est quand on va emprunter, quoi. Alors voilà, donc excusez-moi de déborder un peu, mais... Je vais poser cette question parce qu'aujourd'hui, quand il y a un agriculteur entre guillemets conventionnel qui se pose la question de dire c'est vrai que toutes ces fameuses structures nous ont échappé et qu'elles pompent quand même sur notre revenu, on nous vend la vente directe ou le bio, et ce qu'on constate, par exemple en les bio, il y a des conseillers de l'industrie qui refusent d'accepter d'autres producteurs ou qui en fait de l'argent parce qu'ils ont accepté trop des bio par exemple et ils sont obligés de le mettre dans du conventionnel, de le transformer en produit conventionnel. Moi, ma question c'est de me dire est-ce que vraiment on peut est-ce qu'il y a tout le monde dans ces secteurs-là Oui, moi je sais pas trop quoi dire, mais ce que je sais, c'est de fait, dès que vous passez, dès que vous vous spécialisez ou dès que vous passez avec des contrats, on sait qu'on est sur un marché qui va... Quel est l'homme qu'il y a derrière? Quels sont les hommes derrière? Quelle est la valeur des hommes qui sont derrière? C'est vraiment ça, parce que... Et c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui sont ouvertes, parce que dans le sens que si vous avez une colonne vertébrale, vous avez la prière, si vous avez un réseau de relations, et que je suis sûr que parmi vous, il y a des gens dont on parlera parce qu'ils auront innové, parce qu'ils auront fait des choses. Mais les structures aujourd'hui, on est quand même dans une période difficile. Je digresse toujours un petit peu. Hein. On a eu Rod Dreher, qui est venu aux Journées nationales, qui est un Américain, qui a écrit Le Paris bénédictin ou comment résister en tant que chrétien dans un monde qui ne l'est plus. Il vient de sortir un deuxième livre qui s'appelle Résister aux mensonges et qui explique qu'il est allé faire un peu un tour du monde, mais surtout des pays communistes pour savoir comment ils avaient vécu cette période, etc. Et ce qu'il dit, et je trouve que dans l'Église on a ça aussi aujourd'hui, quel est le conseil? C'est de vivre des peut-être fraternités. Les journées paysannes, c'est des foyers de lumière. C'est autant que possible, mais justement de repérer dans le contexte où on est, quelles sont les personnes avec qui je peux envisager de partager
quelque chose, déjà de partager intellectuellement sur les valeurs, sur le métier, sur, enfin, etc. Et pour voir si après on peut faire un bout de chemin et si après de ça peut naître une innovation qui est peut-être refaire quelque chose que d'autres ont fait, mais chez nous ça aura une autre connotation, et puis par votre impression, par rapport à votre personnalité, ça aura une marque différente. Et je pense qu'on a eu le témoignage, et on l'a vu, nous, on a eu une journée locale il y a 15 jours en Occitanie, et il y avait un agriculteur qui était venu témoigner il y a 2 ans, je crois, qui était dans un éleveur laitier, salle de traite, robot, machin, tout, etc. Et puis qui a tout bazardé. Et qui aujourd'hui, alors je n'étais plus la taille de son troupeau à l'époque, mais voilà, c'est important, il a réduit, et je crois qu'il a 25 ou 30 laitières aujourd'hui, et il fait de la transformation, yaourt, etc. Et on l'a vu avec sa femme, et on les sent bien dans leur basket, quoi. C'est justement, je vais jusqu'où, et est-ce que j'y perds mon âme? C'est un peu ça. Et est-ce que la structure dans laquelle qui est en face, est-ce que c'est fiable, ou est-ce que ça ne l'est pas? Enfin, vous voyez, c'est plein de questions sur... Est-ce que ça répond un petit peu? Oui, pardon. Pour revenir là-dessus, vous parlez donc de fraternité, de bienveillance, de donner vos informations, d'aider les autres à s'installer. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation de concurrence avec quelqu'un? Ou c'est un concept que vous rejetez totalement? Bien sûr, oui, on s'est trouvé en concurrence, bien sûr, oui. Et c'est pour ça qu'on a essayé de faire, à l'époque c'était par l'ADEB, on a essayé de faire un cahier de la construction du coût du prix de revient pour un agriculteur. Parce que il y a tout dans la nature, et il y avait des gens simplistes qui disaient je vends mon broutard 700 €, je fais de la vente directe, je le vends 1200, donc j'ai 500 € de bénéfice, tout va bien, je continue. Oui, mais je n'ai pas intégré les charges. Je n'ai pas intégré le temps que je passe, j'ai pas intégré... Alors je vends moins cher, je vendais moins cher que moi. D'accord? Donc j'ai eu de la concurrence. Mais justement, la concurrence en soi, comment on dit? En soi, elle est saine. D'accord? C'est parce qu'elle est stimulante. C'est-à-dire que ça remet en question et que ça permet de réassurer ses bases. Et puis ça permet de retester notre relation au client. C'est pour ça que si je l'implique, le client, enfin, ce que font un peu les AMAP, même si c'est un côté un peu différent, mais il y a plein d'initiatives, et justement, c'est laquelle peut vous correspondre, laquelle peut répondre et peut être... C'est pour ça que je vous encourageais à visiter des agriculteurs qui font déjà, enfin, dans la mesure où vous avez une sensibilité, pour voir avec lui. Et ne prenez jamais tout de quelqu'un. Prenez un petit quelque chose qui va vous parler et qui va vous correspondre à vous, à votre tempérament, à votre idée, etc. Et vous trouverez un autre qui sera sensible et qui pourra vous aider. Enfin, contexte, on ne le maîtrise pas, mais oui, bien sûr que j'ai eu de la concurrence. Et donc là, avec vos concurrents, vous arriviez à garder cet état d'esprit de partage des tuyaux Ah ben nous, enfin, comment dire, ça nous habite. Après, on se fait avoir, hein, de temps en temps, mais si, enfin, je veux dire, c'est justement, vous ne pouvez pas changer votre foi parce que vous avez quelqu'un qui est un truand. Enfin, lisez toute la Bible et puis lisez... Moi, j'étais très marqué dans notre expérience de pandémie. Lisez il y a un livre, moi je lis beaucoup, mais Mario dit il achète beaucoup, moi je lis beaucoup. Et mais elle achète les bons livres, d'accord? Elle a acheté un livre sur les résistants. Aujourd'hui, les résistants de la dernière guerre, on les monte au pinacle, et c'est bien. Mais quand c'était la période, vous croyez qu'ils étaient promus, mais au contraire, ils risquaient leur vie tout le temps. Je viens de lire un livre aussi sur les enfants du Mékong, en disant, je retiens ni les titres ni les auteurs, alors c'est plus difficile, mais, pardon. Et il explique comment les chrétiens de là-bas ont la foi chevillée au corps, et combien ils mettent leur vie en danger pour pratiquer leur foi. D'accord ? Et après, vous avez un texte qu'on a eu ces derniers jours, Jésus monte vers Jérusalem déterminé. D'accord ? Il envoie ses disciples devant, en Samarie, pour dire, allez prévenir qu'on va passer. Les disciples reviennent, dis donc, ils ne veulent pas nous accueillir. Est-ce que tu veux qu'on envoie la foudre chez eux ? C'est-à-dire qu'on les anéantisse. Réaction humaine, d'accord? J'ai dit, laissez-les, passons notre chemin, on ira dans un autre village. Et nous, enfin justement, les fraternités et tout, ça doit être pour conforter nos choix. Tout seul, on ne peut pas. Ça, par contre, j'en suis persuadé. Un chrétien seul, Mère Teresa, est un chrétien en danger.
Et dans notre vie d'agriculteur, dans notre vie, quelle que soit notre vie, un chrétien seul est un chrétien en danger. Dans la vie, si j'ai une initiative, bon, à un moment, je peux essayer de tenir un peu tout seul, mais je veux dire, qui maîtrise la maladie, qui maîtrise l'accident, qui maîtrise, etc. Donc, voilà. Par contre, je mets ta foi dans le Seigneur, sois fort et prends courage. Disait les psaumes, enfin, et les proverbes, il y a plein d'encouragements. Et la vie d'un homme ne se voit qu'à sa fin. En un instant, le Seigneur peut combler son bienheureux, son bien-aimé. Donc il y a plein de choses qui nous encouragent, d'accord? Alors il faut les prendre, il ne faut pas être naïf, mais il faut trouver, enfin, et quand je dis il faut, je ne voudrais jamais dire il faut. Il est bon de trouver des amis avec qui on peut partager pour avancer. Et puis d'avoir des... Une autre digression, c'est que je suis passé par une phase, il y a une dizaine d'années, où j'avais l'impression d'être has-been. C'est une expression qui était à la mode à l'époque. On va dire, bon, circuler, has-been. Ah bon, d'accord. Et c'était pour moi, c'était peut-être une quinzaine d'années, l'informatique, les portables, le machin, tout, ça va très vite, etc. Et nous avons, avec Marie-Odile, un fils qui est jeune, qui maîtrise tout ça très bien. Et de temps en temps, je lui demandais, il me dit, t'as qu'à te débrouiller, t'as qu'à faire tout seul, c'est comme ça qu'on apprend, tu fais tout seul. Et moi, c'est pas mon truc. Et je me suis dit, on est en train de passer de millénaires dans lequel il y avait une complémentarité entre l'ancien et le jeune. Et que l'idéal dans la Bible, vous pouvez le regarder, c'est l'ancien et le jeune. Parce que l'ancien a le recul. Alors, quelquefois, on peut dire la sagesse pour certains. Pour d'autres, c'est l'enthousiasme du jeune. Et vous alliez l'enthousiasme avec le recul, mais c'est génial. Enfin, vous avez... Bon, après, il faut s'entendre, d'accord? Mais c'est vraiment ça, de trouver... Voilà. De trouver une petite fraternité dans laquelle... Et puis des gens, pas que des gens qui pensent comme nous au départ, mais des gens sur lesquels on retrouve une certaine sensibilité, une écoute. Aujourd'hui, enfin, je mets les pieds dans le plat, parler de la vaccination, de la pas-vaccination, et aussitôt les boucliers se lèvent, quoi. Si tu n'es pas vacciné, c'est à cause de toi qu'on subit tout ça, et on ne peut pas parler calmement et se dire, mais bon... alors moi j'avais trouvé, je vous le conseille, mais c'est fini maintenant, hein, mais j'avais trouvé un franciscain de Bruxelles qui avait fait une petite vidéo, ça s'appelait « Vaccin oui, vaccin non ». Et j'ai trouvé génial. Il disait, c'est quoi ton problème à toi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu vis, toi? Est-ce que toi, en conscience, est-ce que toi, voilà, c'est ta réflexion. T'en as besoin, t'en as pas besoin? C'est quoi ton problème? Mais en tous les cas, ne rentre pas dans la polémique et que ça ne soit pas un objet de discorde. Or, ça a été un objet de discorde. On est divisé dans nos familles, dans l'église, enfin, partout. Mais bon, et c'était une réflexion là-dessus, en disant, des deux côtés, tu as des conseillers qui te disent, il faut te faire vacciner parce que c'est... De l'autre côté, tu as des conseillers qui te disent, il ne faut pas se faire vacciner parce que Il dit, tu prends la parole de Dieu. Enfin, tu reçois ce qui est bon pour toi. Et si tu te fais vacciner, tu prends la fin de Saint-Marc, à ceux qui auront cru, ils boiront des poisons, il ne leur arrivera rien. D'accord ? Et si tu es pas vacciné, je mets ma confiance dans le Seigneur, mon rocher c'est le Seigneur, c'est mon abri, passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, enfin, etc. Donc appuie-toi sur le Seigneur, mais sois libre et prends la position qui te revient à toi. Mais n'en fais pas, ne sois pas ni un porte-drapeau d'un côté, ni un porte-drapeau de l'autre. Prends ce qui te convient à toi. Et merci à ceux qui nous ont accueillis ici d'avoir permis qu'on fasse des autotests et que voilà, on ne soit pas dans un entonnoir. D'autres questions? Excusez-moi, hein, si après je suis bavard, vous avez vu. Mais... Pardon? Vos enfants qui ont fait des oui. Eh bien, les choses traditionnelles, il y en a un qui continue un peu de vente directe, qui continue un petit peu, tout petit peu de vente directe, donc qui valorise, voilà, et celui-là, il a la structure la plus grosse, et il a associé, quand il s'est mis en GAEC avec notre fille, il a développé un élevage de moutons, donc ils font de temps en temps des ventes de moutons et de viande rouge, d'accord? Et l'autre, il en fait un dans l'année peut-être, mais il repart dans le circuit traditionnel, il va négocier, enfin voilà, il appelle des négociants. Il n'est pas au groupement de producteurs, mais il va négocier.
Mais lui est sans caractériser. C'est l'exploitation type qui ne vit que parce qu'il y a des aides. Et pourquoi il a fait ce choix? Pardon? Pourquoi il a fait ce choix Parce qu'il n'a pas voulu, enfin d'abord parce qu'avec son épouse, enfin vous voyez les contextes, et ça fait partie de tous les critères que j'avais été chercher. C'est quoi, enfin voilà, quand il y a un conjoint, c'est quoi le projet familial? C'est-à-dire est-ce que c'est priorité aux enfants ou est-ce que, etc. Donc son épouse aujourd'hui fait un peu l'école à la maison pour 2 sur 4, et ils attendent le 5e. Et lui, il ne se voyait pas gérer ce que j'avais géré au niveau de la structure. Et après, par contre, c'est un grand défenseur de tous les agriculteurs, de la vie, d'une générosité extraordinaire qui nous surprend toujours. Voilà, donc c'est son choix, c'est sa vie. Avec son épouse, ils ont accepté le principe de sobriété important. Mais bon, ils vivent, hein, ils vivent. C'est, voilà, à chacun sa grâce, son talent, son... Une dernière question peut-être avant de conclure? Merci beaucoup. Conclusion. J'ai oublié de vous dire au départ, quand il y a un témoignage, vous savez le dicton qui dit quand le sage montre la lune, le fou regarde le doigt. D'accord? Donc du témoignage, regardez que ce que je vous indiquais.